close. There should be an oasis in the... Vous vous souvenez du final d'Assassin's Creed 2? Si ce n'est pas le cas, je vous suggère d'aller jeter un œil à l'épisode précédent, ça pourrait vous rafraîchir la mémoire. Tout commence donc à nouveau avec un résumé rappelant les grandes lignes de l'épisode précédent. Puis nous reprenons le contrôle d'Ezio, ou plutôt l'Animus tente d'afficher les graphismes au milieu d'un océan de bugs. Waouh, la mise en abîme des jeux Ubisoft! Oui, pardon, c'était gratuit. Et nous voyons donc Ezio se jeter sur un individu fort bien habillé, avec la ferme intention de faire passer de vie à trépas. Et tout s'arrête en raison d'un problème avec l'Animus. L'histoire recharge et nous nous retrouvons pile à l'instant où s'arrêtait Assassin's Creed 2. A savoir, dans les sous-sols du Vatican, laissant Ezio déboussolé par les révélations de Minerve. Alors qu'il s'en va, il constate non seulement que Rodrigo Borgia a mis les voiles, et que le sceptre, quant à lui, est englouti à jamais dans les entrailles de la Terre. Ce sera la dernière fois qu'on entendra parler de ce sceptre, et plus jamais il ne reviendra dans la licence principale. C'était bien la peine de le faire sortir de nulle part, mais enfin bon. On retrouve rapidement Mario, et les deux compères entament une fuite à travers Rome. C'est alors qu'ils sont sur le toit d'un immeuble, au-dessus d'un fleuve, qu'Ezio sort de sa poche la pomme d'Eden. Alors qu'il a la possibilité de s'en débarrasser, Ezio hésite et finit par la confier à Mario. Ce qui est pas con en fait. Parce que si une seule personne la voit tomber et que l'info tombe aux oreilles des Borgia, ils la retrouveront, quitte à assécher carrément le fleuve. Un mois plus tard, alors qu'Ezio et Mario retournent à Monteligioni, une ville désormais prospère, en même temps heureusement vu tout le fric que j'ai foutu dedans, et c'est là qu'on retrouve la famille d'Ezio, dont sa petite sœur Claudia, et... Wow! Attendez, Claudia? Alors, je chipote peut-être, mais... Claudia est née en 1461. Nous sommes en 1500. Ce qui signifie qu'elle est censée avoir 39 ans. Elle a l'air d'avoir 39 ans pour vous! Mais pour moi, elle a à peine l'air d'avoir la vingtaine! Alors ok, peut-être qu'elle fait plus jeune que son âge, mais enfin quand même! Quand on voit que Ezio, Mario, Leonardo et Maria ont pris un petit coup de vieux par rapport à l'épisode précédent, je vois pas pourquoi elle y a pas eu le droit elle aussi. C'est une demoiselle, donc elle a pas le droit de vieillir? Passant quelques temps à apprendre à se servir des canons, à draguer des donzelles et à capturer un cheval fou, Ezio finit par rentrer chez lui, où il retrouve la belle Catalina Sforza, qui est censée être tout juste plus jeune que Claudia, mais bon, elle fait un peu plus adulte, donc je vais pas trop la ramener. En effet, notre chère amie... Oui, alors, j'ai pas joué au DLC du 2, donc pour moi, Ezio et elle sont juste amis. Elle est donc venue afin de quémander un soutien militaire pour faire face aux armées papales se dirigeant sur sa patrie, ce qu'Ezio accepte tout de suite. Devant ses compagnons réunis, Ezio raconte alors les événements de l'épisode précédent, et notamment les révélations de Minerve, mais Machiavelli se montre plus intéressé par la manière dont le pape Borgia est mort, et s'énerve en apprenant qu'il a été épargné, ce qui est compréhensible. Pour nous qui avons été aux côtés d'Ezio, et comme je l'ai expliqué dans l'épisode précédent, on sait pourquoi il l'a épargné. Mais Machiavel n'y était pas, et pour lui, Ezio allait juste laisser vivre un des pires emmerdeurs pour les assassins. Vient ensuite une scène qui, je trouve, est une des plus agréables à voir de toute la licence. Ezio débarque dans sa chambre, ôte son armure et se glisse dans sa baignoire. Ça fait plus de 20 ans qu'il court, qu'il chevauche, qu'il escalade et qu'il se bat. Enfin, pour la première fois, il a atteint son but. Il peut être tranquille. Je suis rentré chez moi et je me pose. Et quoi de mieux pour bien profiter du repos du guerrier que d'avoir une femme magnifique qui vous rejoint à ce moment-là? Mais c'est le lendemain matin, après une nuit torride, que les choses se corsent. Un boulet de canon traverse sa chambre et manque de tout faire s'effondrer. Si Ezio et Catalina n'ont aucun souci à se mettre d'aplomb, on constate avec un certain agacement que l'armure ultime d'Altaïr a été réduite en miettes par un boulet. Merde! Et en même temps, c'est logique. Armure ultime, ok, mais face à un boulet explosif, y a des limites à tout malheureusement. En effet, les armées des Borgia se sont rassemblées pendant la nuit, loin des regards, afin de lancer une offensive dès l'aube. Mais Ezio a beau mener une résistance acharnée, a causé à lui seul la mort de plusieurs centaines de soldats pour permettre l'évacuation des habitants de la ville, les portes sont finalement défoncées, laissant apparaître le nouvel antagoniste de l'histoire, Cesare Borgia, le fils de Rodrigo, venu avec tous ses copains, qui sont au final toutes les cibles que nous aurons à abattre. Je suis pas vraiment certain que ce soit très intelligent de faire venir sur le champ de bataille des gens qui ne sont pas des soldats. Mais bon, Catalina est capturée, et pire encore, Cesare a mis la main sur la pomme d'Eden, et Mario est abattu en même temps qu'Ezio est atteint par plusieurs balles. Traîné à l'abri par des mercenaires de Mario, Ezio, qui malgré ses blessures et la douleur est encore parfaitement capable de se défendre tout seul face à une armée d'adversaires, parvient à sauver Claudia et l'entraîne vers la crypte secrète, non sans avoir rencontré un mercenaire borgne qui insiste pour rejoindre ses compagnons d'armes et leur filer un coup de main. Alors c'est totalement méta, mais je trouve que ce mec a une gueule de traître. Mais bon. Bref, Ezio rejoint sa sœur, sa mère et tous les habitants de la ville, nous permettant de nous rendre compte que, derrière la statue Altaïr, se trouvait un passage menant vers un endroit éloigné. Une fois l'air libre, Ezio ordonne à sa sœur et sa mère d'aller se réfugier à Florence.
tandis que lui-même part sans la moindre attente pour Rome, dans le but avoué de se venger. Encore. Mais au cours du trajet, vaincu par la douleur de ses blessures et probablement par un début d'infection, Ezio tourne de l'œil et tombe de son cheval. C'est à ce moment que l'on reprend le cours de l'histoire présente avec Desmond, réveillé par Rebecca qui se plaint de ne pouvoir localiser la PDE d'Ezio. PDE? Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? Désolé Desmond, la pomme d'Éden. Et bah ouais en fait, à la base, le but du groupe c'était de trouver au moins une pomme d'Éden, ce dont ils ne sont pas parvenus jusqu'à présent. Desmond se rend alors compte qu'ils sont revenus à Monteligioni car il s'agit de la seule planque valide des assassins en Italie. Une ancienne demeure ostentatoire des assassins. Et vous allez me faire croire qu'aucun Templier n'a jamais songé à la mettre sous surveillance. Mais bon, c'est vrai que l'histoire n'est pas forcément le point fort de tout le monde. Je tolère même si... bof. Le problème, c'est que Desmond n'est pas capable d'accéder directement à la période où Ezio a caché la pomme d'Éden. Parce que... Les dernières mémoires d'Altaïr restaient inaccessibles si Desmond n'améliorait pas sa synchronisation. On a peut-être affaire à un problème similaire. L'agitation d'Ezio doit se répercuter sur Desmond et déstabiliser sa mémoire. À moins que Rebecca soit vraiment incompétente. Toi, ta gueule. En admettant que ce Deus Ex Machina complètement débile soit valable, ce qui n'est pas le cas, hein, parce que ça reste des souvenirs enfouis dans le code génétique de Desmond, je voulais bien y croire dans le premier épisode. Parce que utiliser une machine pour lire ton ADN doit nécessiter une certaine ouverture d'esprit. Ok. Mais là... Desmond a suivi la vie d'Ezio sur plus de 20 ans. Vous allez pas me dire qu'il est pas assez synchronisé avec, si? Enfin, passons. Toute la séquence suivante va nous faire utiliser Desmond. Et je dois avouer que ça a été la première fois où j'ai autant pris mon pied à le contrôler. Il réagit au quart de tour, commence à avoir son propre tempérament et ses propres réflexions, et surtout, il y a une vraie interaction avec Lucy. Dans les deux premiers opus, Desmond se contentait de poser des questions aux autres. Là, il commence vraiment à réfléchir et à agir par lui-même. Et la séquence où il tente, avec Lucy, de s'introduire dans la cave des Auditore est juste excellente. Entre les révélations qui se font, les petites vannes qui s'envoient... Heureusement, les poutres supportent notre poids. Vu le temps que j'ai passé dans l'animus, ça risque de poser problème. Je voulais pas te le dire, mais t'as vraiment pris du poids. Aïe. Rebecca a dû renforcer la structure de l'animus. T'es sérieuse? Non. Bref, continuant son chemin pour ouvrir à Rebecca et Sean, Desmond repère une série de chiffres inscrits sur le mur à l'aide de la vision d'aigle, sauf que les chiffres ne donnent aucun indice à l'historien. Après un petit tour dans le village pour détourner un peu d'électricité pour faire fonctionner l'animus, Desmond finit par retourner aux commandes d'Ezio. Notre héros donc se réveille dans une maison, soignée par une jeune romaine, qui lui annonce que Machiavelli l'a trouvé sur le chemin et l'a ramené ici, lui donnant rendez-vous sitôt qu'il serait réveillé. Je rappelle quand même que Machiavelli était censé être parti de Monteligioni avant Ezio. Mais bon, on va dire que c'est un petit détail sans importance. Sans attendre, notre Italien favori revêt sa tenue de combat et découvre ainsi le nouveau terrain de jeu, Rome. Ceci dit, notre guérisseuse nous informe que, depuis le temps que les Borgia sont au pouvoir, les Romains ont plus trop la belle vie. Étonnant de la part des Templiers, n'est-ce pas? Vous savez, ceux qui sont censés tout contrôler afin de garantir la paix. Comment garantir la paix dans un contexte pareil? Enfin bon, on reste dans la lignée de l'épisode 2 avec une histoire aussi manichéenne qu'avant. Soigné mais toujours blessé, Ezio va donc recourir au service d'un médecin avant toute chose, qui lui offre en guise de soins des antidouleurs. Ce qui est une manière comme une autre d'expliquer la guérison instantanée à chaque fois qu'on en avale un, mais sur la durée c'est beaucoup moins crédible. Mais enfin, je passe, parce qu'il y a là une de mes punchlines favorites de toute la licence. On ne peut malheureusement pas soigner ce type de blessure chez quelqu'un de votre âge. Quelqu'un de mon âge. Imbécile. Comme prévu, Ezio s'en va découvrir la cité, mais apprend au passage par une troupe de garde qu'un homme se serait montré résistant. Et gentil comme il est, notre assassin décide d'aller lui prêter main forte. Et en fait de forcené, il s'agit d'un pauvre homme dont la fille a été trahie et exécutée en place publique, et qui est surveillé par le bourreau qui lui a promis le même sort s'il détachait son enfant. Il ne peut donc rien faire. Ok, donc déjà on a compris que les Borgia étaient des enculés, mais enfin là ils vont loin quand même. Hein. Le bourreau est donc exécuté et... Attendez, une confession? Ça doit vouloir dire qu'il y a quelque chose de très important à me dire. Ah bah non en fait. Attendez, pourquoi vous mettez une cinématique de confession s'il n'y a pas de confession? C'est même pas un personnage important. Qu'est-ce qu'il fait qui mérite cette cinématique? Enfin bref, après sa bonne action, Ezio part rejoindre Machiavelli qui lui annonce que ce n'est pas lui qui l'a sauvé et qu'il était même persuadé que notre bon héros était mort. Ah? Qui donc aura tiré Ezio de son pétrin alors? Là pour le coup c'est une bonne idée, ça nous fait un mystère de plus à résoudre. Les Borgia ne doivent en aucun cas découvrir que tu leur as échappé. Je crois que si Ezio ne change pas de tenue vite fait, c'est déjà râpé. Machiavelli nous conseille d'abord de rejoindre Florence, mais en apprenant qu'Ezio souhaite à nouveau partir en croisade, il lui explique tout ce qu'il sait au sujet des Borgia.
pas tellement de Rodrigo, qui n'aura qu'un rôle très mineur dans toute l'histoire, mais plutôt de Lucrezia et Cesare, ses 2 enfants. Alors qu'ils continuent leur balade, Ezio explique que tuer Rodrigo n'aurait strictement rien changé, et qu'il aurait fallu détruire la source même du pouvoir des Borgia pour parvenir à un résultat efficace. En gros, une bonne vieille révolution comme les Français en ont le secret. Enfin, avaient le secret. Et Ezio nous rappelle bien que le devoir des assassins est d'avoir foi en l'humanité, juste avant qu'un voleur à la tire ne lui chope sa bourse. Machiavelli doute fortement de la capacité d'Ezio à libérer la ville de l'influence des Borgia, mais il l'entraîne à sa suite car son informateur a manqué le rendez-vous. En effet, ce dernier s'est fait prendre et ne doit sa survie qu'à l'intervention d'Ezio, avant de révéler que la lettre est toujours détenue par le messager, qui est à 5 mètres de vous, littéralement. Et en voyant les gardes se faire déchiqueter, le mec a pas du tout eu le réflexe de se tirer. Ok, je veux bien accepter 2-3 trucs incohérents de temps en temps, mais là on vient à peine de commencer les jeux, faudrait peut-être voir ralentir un peu la cadence, mine de rien. Et évidemment, c'est à Ezio, un quadragénaire tout juste remis de blessures graves, qu'il revient de choper le dit messager. Et en même temps, le Gugus n'a jamais eu d'autre intérêt que de servir de larbin aux autres assassins. Ah bah du coup, je vois pas pourquoi ça changerait aujourd'hui. Sauf que, rejoignant les termes où il devait retrouver Machiavelli avec la lettre, notre héros est pris dans une embuscade d'une armée d'hommes vêtus de peau de loup. Et en cherchant un peu, il déniche l'entrée de leur tanière, et en l'explorant, finira par trouver un parchemin écrit de la main de Brutus, le meurtrier de Jules César, qui aurait caché sa fameuse armure dans un lieu verrouillé par 6 serrures différentes. Ok, alors, mis à part pour sa valeur historique, je vois pas du tout la raison pour laquelle Ezio pourrait se lancer à la poursuite d'un tel artefact. L'armure d'Altaïr avait ses raisons, parce que justement, elle avait été renforcée par l'artefact d'Éden et était indestructible. Ça, c'est juste une armure ancestrale. À part changer de skin, ça a aucun intérêt. Elle est même pas censée être particulièrement solide ou autre chose. Sauf que les différents adeptes de Romulus, les Gugus en peau de bête, sont en réalité des fanatiques persuadés que ladite armure appartenait à Romulus, le fondateur de Rome. Raison pour laquelle ils gardent aussi jalousement les clés. Ressortant à l'air libre, Machiavelli tombe sur Ezio purement par hasard. Je vous rappelle qu'il lui avait donné rendez-vous au terme, et quand Ezio en sort visiblement, il se trouve ailleurs. Et Machiavelli sait d'office ce qui lui est arrivé et qui il a rencontré. Donc en fait le mec il est devin. Et il nous révèle que les adeptes de Romulus sont en fait des païens manipulés par l'église afin de terroriser les citoyens. Et ça colle en fait. Si effectivement des païens foutent les jetons et la merde, conséquence, on va apporter davantage de soutien à leur ennemi naturel, c'est-à-dire l'église. Réaction logique, surtout pour l'époque. Ce lien aurait dû pouvoir être prouvé par la lettre dérobée, mais malheureusement celle-ci est cryptée. Pardon ? Vous pensez qu'au final, cette lettre sera décryptée et permettra de dévoiler les plans des Borgia pour leur faire quitter Rome ? Que dalle. Cette lettre ne sera plus jamais évoquée à partir de là. Et si effectivement on parvient à la décrypter, ce qui n'est pas sûr à 100%, elle ne sera jamais utilisée contre les Borgia. C'était juste un prétexte pour faire découvrir les cryptes de Romulus. Ne pouvant faire davantage à ce sujet, Ezio demande à rencontrer tous les alliés des assassins dans la cité. Et Machiavelli le conduit alors dans leur repère sur l'île Tibérine, où il fera la connaissance de Fabio Orsini. Inutile de retenir ce personnage. Il n'apparaît qu'une fois dans l'histoire et ne fait strictement rien d'important pour votre cause. Vu que c'était le cousin de Bartolomeo d'Alviano, le moustachu gueulard de l'épisode précédent, on aurait pu se dire que ce serait son remplaçant pour Brotherhood. Mais non, puisque Bartolomeo revient. À quoi il sert ce mec en fait? À part offrir le local du repère. Et là encore, ça aurait pu être un cadeau d'Alviano, mais bon... Une fois arrivé au repère, Machiavelli tombe des nues en apprenant que Catalina Sforza et la Pomme d'Éden sont désormais aux mains des Borgia. Et il avoue que leur réseau d'alliés n'est pas si étoffé qu'il le souhaiterait. Notamment en raison du fait que les Français sont présents en Italie et se sont alliés à Cesare, ce qui en fait des ennemis supplémentaires. Ezio s'enquiert alors des principaux types d'alliés de l'épisode précédent, courtisanes, voleurs et mercenaires. Les courtisanes sont menées par une femme qui refuse d'aider des assassins, tandis que les voleurs, pour une raison inconnue, refusent tout contact avec la confrérie. C'est ainsi que commence l'aventure d'Ezio, qui se rend à la guilde des Larcineurs pour tomber sur La Volpe. Ce dernier refuse de l'aider sous prétexte que Machiavelli serait un traître. En effet, selon lui, Machiavel est particulièrement bien vu par les Borgia et a quitté Monteligioni juste avant leur attaque. Mais Ezio refuse tout net d'admettre l'hypothèse d'une trahison. Pourquoi? Sans déconner, les arguments de La Volpe sont plutôt bons. Que tu veuilles pas y croire, d'accord, mais à ce moment-là, propose une enquête, un interrogatoire ou autre chose. Parce que là, se contenter de dire non, c'est pas vrai, ça va rien changer au problème. Alors, c'est vrai que depuis l'épisode 2, on n'a jamais eu affaire à la moindre trahison. Les assassins restent les assassins, et les Templiers des Templiers. Personne n'a de remords, personne n'essaie de changer de cause ou tout simplement de prendre sa retraite. Je veux bien que les règles de confrérie pareilles soient ultra strictes, mais enfin quand même. Et pile à ce moment, un espion de La Volpe débarque et lui annonce que Machiavelli rencontre une personne dans la ville. Et effectivement, Machiavel est surpris en plein échange avec un garde des Borgia, lui remet une lettre discrètement.
tout juste avant que Lady Guard soit agressée par des voleurs, mais l'un d'eux se fait écharper et ne doit survivre qu'à Ezio. Parce que oui, passé le combat, Ezio le premier à atteindre le gosse et à l'aider à s'exfiltrer de la zone. Alors oui, c'est une mission comme une autre, mais pour le coup, je pense que les autres voleurs auraient davantage pu se remuer le fion pour sauver un des leurs. Retrouvant Volpe, celui-ci reste convaincu que Machiavelli est un traître, mais choisit de ne pas remettre en cause les certitudes d'Ezio. Ce qu'il a est logique. Ezio a décidé que Machiavelli était quelqu'un de loyal, donc le seul et unique moyen qu'a Volpe de lui faire admettre un autre point de vue, c'est de lui apporter une preuve irréfutable, parce que gueuler ne suffira pas. Les voleurs sont donc à nouveau associés aux assassins, et Ezio paye les rénovations de la guilde afin de la camoufler en taverne. Et il en profite également pour réclamer de la Volpe que ses espions partent en quête de la pomme d'Éden, et il lui donne rendez-vous au repère des assassins, sitôt qu'il aura des infos. Vient ensuite le tour des mercenaires avec notre cher Bartolomeo d'Alfiano. Entre tes gorges. Il m'avait manqué celui-là. On rencontre également sa femme, Pantasilea d'Alviano, beaucoup plus intelligente et stratégique que son bourrin de mari. Ezio discute un peu de ce qu'il en est des batailles contre les Français, mais Bart, oui je l'appelle Bart, nous affirme que tout va bien, qu'il maîtrise parfaitement la situation et que tout va comme sur des roulettes. Mais alors que les mercenaires subissent une nouvelle attaque pile à ce moment-là, Pantasilea, que je vais surnommer Panta à partir de maintenant, nous explique qu'en fait, ça va pas si bien que ça. En effet, le problème est que les mercenaires combattent sur les deux fronts, les Borgia d'un côté et les Français de l'autre, ce qui divise leurs forces. Mais si les Borgia finissaient par se retirer, ça permettrait aux hommes d'Alviano de concentrer leurs forces sur un seul ennemi. Quoi? Non, ça, pour moi c'est logique. Bon ok, c'est assez bizarre qu'il soit plus simple de se débarrasser des Borgia qui sont bien ancrés dans la ville, plutôt que des Français qui eux ne sont pas dans leur pays, mais bon. Il revient donc à Ezio d'aller éliminer un capitaine et détruire la fameuse tour des Borgia menaçant Bart. Et c'est bon, tout est réglé, même si Bart ne s'en est même pas rendu compte. Les mercenaires comptent parmi nos alliés, et il revient donc à Ezio de rénover leur bâtiment principal. Je ne suis pas doué pour ces choses. C'est toi l'érudit, à toi d'approuver les plans. Ouais, c'est clair que comparé à Bartolomeo, Ezio peut passer pour un érudit. En échange, les mercenaires devront surveiller les principaux Borgia, c'est-à-dire Rodrigo et Cesare, et on leur donne rendez-vous au repère sitôt qu'ils les auront repérés. C'est désormais aux courtisanes d'être convaincus, et Ezio s'en va à l'établissement de la Rose Fleurie pour discuter avec Madonna Solari, la dirigeante, qui n'est malheureusement pas là. Sauf que, purement par hasard, une autre prostituée surgit, braillant que la directrice s'est fait embarquer par des marchands d'esclaves, qui réclament une rançon en échange de sa vie. Vous êtes sûr que c'est des marchands d'esclaves? Non, parce que, en général, ils sont pas du genre à faire des demandes de rançon. Ils t'enlèvent et ils te revendent. Enfin, si j'en étais un, je prendrais pas le risque de faire des demandes de rançon, mais bon. Ezio, bonne pomme, s'échine à rassembler l'argent réclamé et vient alors sur place. Et dès qu'on voit Madame Solari, on sait qu'elle va crever. Non mais sérieux, vous voyez un PNJ avec un rôle important mais un skin classique, c'est qu'il va pas durer longtemps. Sinon on aurait pu la distinguer des autres courtisanes. Et en effet, sitôt payés, les assaillants égorgent Solari et attaquent Ezio. C'est donc pas des marchands d'esclaves. Déjà les demandes de rançon, on avait légitimement des doutes, mais alors buter de la marchandise potentielle, non. Ceci dit, vu ce que le meurtrier lance, il semblerait qu'il s'agisse en réalité d'hommes de Cesare Borgia. Adresse-toi à Cesare. Ok, vous vous souvenez de ce que disait Machiavelli au début? Les Borgia ne doivent en aucun cas découvrir que tu leur as échappé. Sauf que là, visiblement, Cesare a compris qu'Ezio était toujours en vie, qu'il était à Rome, et qu'il massacrait ses forces et rameutait des alliés. Ce qui est extraordinairement intelligent pour un type comme Cesare. Hein? Vous trouvez que je juge vite le personnage? On y reviendra plus tard. Bref, de retour à la Rose Fleurie, Ezio a la surprise de constater que Claudia et sa mère sont présentes et en pleine discussion avec les prostituées. En effet, elles ne sont jamais parties à Florence comme leur avait ordonné le héros, mais l'ont suivi à Rome afin de l'aider autant que possible. Elles ont mis du temps à arriver, non? Bref, suite à la mort de Solari, Claudia se propose pour gérer la boutique à sa place. Ce qui est pas con en fait, hein. Puisqu'après tout, dans l'épisode précédent, c'est elle qui tenait les comptes de tout Montelliconi. Ça n'a rien à voir. Ah non, en effet. Dans l'épisode 2, elle gérait les comptes de toute la ville. Là, elle va uniquement se charger de la demeure des courtisanes. Je pense pouvoir affirmer que, justement, ça lui fera un peu moins de boulot. Et évidemment, il réclame aux courtisanes de retrouver Catalina Sforza, mais on sent quand même qu'il y a un début de tension entre frères et sœurs. On rénove donc la boutique, et là, visiblement, toute tension a disparu. Là encore, c'est logique, une fratrie qui se prend le bec, ça arrive, mais ça n'est pas se faire la gueule éternellement pour ça non plus. Mais il revient peu à peu, notamment parce que Ezio donne des ordres à Claudia, bah comme un kleps en fait. De retour sur l'île Tibérine, Machiavelli avertit Ezio que Cesare a recruté de célèbres et influents templiers à travers la ville. C'est là qu'Ezio fait le lien avec le garde ayant transmis une lettre à Machiavelli. Et il comprend donc que sa trahison n'en était pas une. Techniquement, c'était le garde qui trahissait son camp. Au passage, il nous informe que les 3 représentants des factions alliées sont présents pour nous parler. Tous en même temps, sacrée performance! J'aimerais savoir comment tu t'y es pris. Virtù, Machiavelli.
Virtu? Ouais, je vois pas trop en quoi le courage t'a aidé en quoi que ce soit, mais bon. Ah, au fait, vous vous souvenez comment a débuté la conversation? Machiavelli, j'ai hâte de parler. Bah pour le coup, c'est Machiavelli qui a parlé, et Ezio lui a strictement rien dit. On obtient donc les renseignements de nos espions. Cesare serait au Castel Sant'Angelo en compagnie du pape, ok. Mes espions ont découvert que la pomme a été confiée à quelqu'un qui l'étudie. Super utile, Volpe. Je veux pas critiquer, mais si t'as rien à m'apprendre, c'était pas la peine de venir, désolé. Tandis que Caterina Sforza sera transférée au même castel la semaine suivante. La décision est donc prise de se rendre au château Saint-Ange dès que possible, afin de faire d'une pierre deux coups et de se débarrasser des Borgia une fois pour toutes. Caterina est donc tout juste transférée au castel, et Lucrezia Borgia se fend d'un petit speech, histoire de bien humilier l'ennemi vaincu. Ce qui aurait beaucoup mieux marché si elle avait bâillonné la maîtresse de Forli, qui, on le rappelle, n'a toujours pas sa langue dans sa poche. Caterina a beau exhorter les Romains à se soulever contre les Borgia, et à leur promettre l'avenir meilleur, tout ça, personne ne lui répond. Et au passage, ce dialogue aurait peut-être mieux rendu si on avait eu, je sais pas, à défaut d'une musique d'ambiance, des murmures de foule. Non, parce que là, on avait juste l'impression que les damoiselles jouaient une pièce de théâtre. Profitez de ce glorieux spectacle. Caterina Sforza, la catin de Forli, va enfin ramper à nos pieds. Ah! Personne ne peut tomber plus bas que Lucrezia Borgia. Qui t'a poussé à faire ça? Ton frère ou ton père? Ou alors un peu les deux? Ils ne valent pas mieux l'un que l'autre. Va-tu te taire? Personne ne dit du mal des Borgia. Ezio a donc l'intention de la libérer, mais en s'occupant en priorité des Borgia. Notre héros s'infiltre donc dans le castel, à sa façon comme toujours, et assiste à une séquence Lannister entre Cesare et sa gueularde de sœur. Au passage, Cesare aborde le cas de ses finances. Il a besoin de réclamer de fortes sommes au pape, mais Rodrigo ayant quitté le château, il devra se montrer on ne peut plus persuasif. Et là, on a un minimum de développement psychologique pour Lucrezia. Non, parce que Cesare s'est plié, on a pigé. Le mec est un mégalomane sans aucune pitié qui veut carrément devenir roi d'Italie, là où sa sœur au contraire ne veut que lui en fait. Et elle rabat sa peine d'être toute seule en méchanceté et en flirt. Mais Ezio n'a pas le temps d'achever son escalade que déjà Cesare a mis les voiles pour Ulpino. Non seulement c'est pas de bol, mais en plus... La vache, il est rapide le mec! On se rabat donc sur la dernière mission disponible, la libération de Catalina. Passant devant sa cellule, on constate un nouveau développement pour Blondinette, sa paranoïa et sa jalousie. Elle est persuadée que Sforza a couché avec son frère et la menace avec un tisonnier. Mais dans sa logique paranoïaque qu'on a commencé à instaurer en insinuant que Cesare était son seul et unique univers, ça passe complètement. Bon, après, Caterina se moque d'elle et Lucrezia se venge avec un coup de tisonnier. Un seul. Sur la cuisse. Perso, je pense qu'une parano de ce calibre qui se prend une remarque pareille, elle l'aurait pas juste un peu tapé, elle l'aurait carrément massacré. Mais bon, il fallait bien que Sforza survive et qu'Ezio puisse la sauver. Lucrezia l'abandonne donc à son sort et embarque la clé avec elle. Juste une difficulté supplémentaire? Bah non, justement. Dans son esprit tordu, c'est une manière d'empêcher Cesare, s'il revient, de pouvoir rentrer dans la cellule de Caterina pour l'honorer. J'ai fait des guillemets. On a expliqué que la pauvre était parano, donc ça colle. Bon, malheureusement ça nous complique la tâche, puisqu'il va falloir retrouver Lucrezia pour ouvrir la cellule de Cat. Surtout, attends-moi ici. Vraiment? Et où veux-tu que j'aille? Putain, j'adore ce perso. On retrouve donc Lucrezia en pleine session de drague avec un inconnu, mais Blondinette insiste pour que leur amour demeure discret. Car si Cesare venait à apprendre une telle histoire, ça pourrait mal tourner. Pour lui, of course. Vous trouvez ça hypocrite? Ben, pas vraiment. J'ai entendu toute la conversation, Mia Signora. Je pourrais en témoigner. Bien. Avertis Cesare. Nous verrons comment il réagit quand les rôles sont inversés. Sauf que Ezio vient tout gâcher en atterrissant lourdement devant elle, histoire de lui faire comprendre que... Coucou, tu veux voir ma bite? Des fois que sa présence au castel serait passée inaperçue. Ce qui serait con pour un assassin, avouez. Être discret, c'est pas le but. Libère Caterina et je m'en irai. Impossible. Alors tu ne me laisses pas le choix. Vous pensez quoi maintenant? Que Ezio va tuer Lucrezia pour la faire taire et lui arracher sa clé? Se contenter de l'assommer et lui dérober la clé? Ou simplement récupérer la clé et disparaître avant l'arrivée des gardes? Ou alors, réponse D, la prendre en otage devant tout le monde et la trimballer au milieu des gardes jusqu'à sa cellule? Eh bien la bonne réponse était la D! Évidemment! Tout ce qu'on attend d'un assassin! Non seulement il est pas discret, mais en plus il choisit la pire solution possible! Parce que oui, Ezio affronte à découvert tous les gardes qu'il croise. Mais en plus, cette pétasse de Lucrezia a pour objectif de faire le plus de raffus possible, et pour une raison qui m'échappe,
parvient à échapper à un assassin surentraîné toutes les 30 secondes, vous obligeant à lui recourir après pour la plaquer au sol façon Sébastien Chabal, et lui faire reprendre le trajet. Un gameplay aux petits oignons, quoi. Néanmoins, il y a quand même un bon point dans cette séquence. C'est que Lucrezia persiste à remettre en cause les actions d'Ezio. Certes, il provoque ses meurtres dans un but noble, mais il y a parfois des conséquences bien plus dévastatrices à ses actions, comme le cas des Pazzi par exemple. Bon, après, quand elle dit que Cesare se bat pour le bien des autres, effectivement on n'y croit pas. Mais elle n'a pas tout à fait tort. Tout comme Ezio refuse même d'envisager le fait que Machiavelli puisse être un espion, il refuse d'admettre le fait que ses alliés aient pu commettre quoi que ce soit de mauvais ou que ses propres actions aient pu engendrer des événements néfastes. Ce qui aurait pu faire d'Ezio un idéaliste tellement naïf qu'il refuserait la réalité. Ça aurait pu en faire une psychologie très intéressante à suivre, mais non. C'est juste qu'il a raison et personne n'a le droit de le remettre en cause. Ah, et si Ezio s'est contenté de ramener la donzelle à Kat, c'est pour que ce soit elle qui lui fouille le corset pour récupérer la clé. Alors, je veux bien qu'on soit féministe, et qu'il y ait des endroits qu'on n'ait pas le droit de toucher sans l'accord d'une femme. Ok. Mais enfin là, il y a peut-être exagération quand même. Garde! Garde! On t'a assez entendu! Putain, mais c'est elle que je veux jouer! Et j'en ai marre de l'assassin là qui sert à rien, qui est pas discret, qui prend les mauvaises décisions et tout. Katerina a l'air tellement plus intéressante à jouer, merde! Il est donc maintenant temps de s'enfuir, mais à cause du coup qu'elle s'est pris, Kat ne peut que boiter, obligeant Ezio à la porter en ses bras, voyage pendant lequel elle admet que si elle couchait avec Ezio au début de l'histoire, c'était pour s'assurer qu'il lui filerait un coup de main, pour protéger Forli. Et honnêtement, j'ai pas à juger. Il y en a qui sont vraiment prêts à tout pour protéger les leurs, et je trouve même que c'est très noble de sa part. Et là encore, c'est un bon développement de personnage, une femme forte, courageuse, mais qui a aussi des défauts et la force morale de les reconnaître. N'y pense même pas. Cette scène est hilarante. Bon, et là encore, je veux bien que Kat ne soit pas légère et qu'Ezio commence à se faire vieux, mais c'était nécessaire de le faire âner comme un bœuf à chaque pas? Rends-toi sur l'île Tibérine, tu y trouveras Machiavelli. C'est ça du con. Gueule-le plus fort. Je crois qu'il y a un ou deux Romains qui n'ont pas très bien entendu où les encapuchonnés se réfugiaient. Et que Machiavelli était leur complice! Il ordonne donc à la mise de s'enfuir pendant que lui retient les gardes. Je rappelle qu'Ezio n'est qu'un homme et est censé être discret, mais enfin bon. Après avoir massacré une bonne cinquantaine de gardes, Ezio parvient enfin à s'enfuir. Il se rend alors dans son repère où Kat est examinée par un médecin. Machiavelli n'étant pas là pour l'accueillir, c'est Volpe qui s'en charge. C'est là que débarque notre cher essayiste, justifiant rapidement son absence et s'enquérant de la situation des Borgia sans se rendre compte du ton on ne peut plus sarcastique de Volpe. C'est étrange. Généralement, Rodrigo y passe tout son temps. Oui, très étrange. Tout ça pour rien. Cesare étant hors de portée des assassins et à la tête d'une immense armée, le seul moyen de le contrer est de saper l'influence des Borgia au sein même de Rome, tout en renforçant la caste des assassins par la même occasion. Ce qui est un bon plan. Et ça correspond un peu plus à l'idée des assassins que de foncer tête baissée affronter une armée. Et de la même manière, Ezio compte recruter en priorité des personnes qui ont été considérées comme ennemis d'État. C'est-à-dire essentiellement des gens qui sont isolés par celui-ci, et n'ont généralement plus d'autre choix que de devenir des hors-la-loi. Ça vous rappelle pas un certain schéma de recrutement, vous? Mais quoi qu'il en soit, bah ça marche. C'est pas pour rien que le dicton « les ennemis de mes ennemis sont mes amis » est encore valable après tout ce temps. Après avoir engagé ses premiers recrues et éliminé Malfato, le Jack l'Éventreur de l'époque, ainsi qu'un marchand d'esclaves, Ezio est alpagué par Leonardo da Vinci, désormais contraint et forcé de servir les Borgia. Il a dû leur concevoir nombre d'armes nouvelles, et il a donc choisi de prévenir son meilleur ami de la situation, afin qu'il l'aide à arranger les choses. Il a également eu la pomme d'Éden entre les mains, Cesare souhaitant qu'il l'étudie, mais Rodrigo s'en est aussitôt emparé. Ce qui est logique. Même si Léo n'est pas un assassin, intelligent comme il est, il aurait très vite trouvé un moyen de l'utiliser pour autre chose que les projets de Cesare. Par ailleurs, Léo peut recréer tous les artefacts qu'on avait en notre possession dans l'épisode précédent, sauf que cette fois il faudra le payer. Là encore, c'est logique. Si jamais les Borgia épluchent les comptes et se disent « Oh, c'est marrant, on a payé pour 2 tonnes d'acier mais on n'en a jamais vu la couleur. T'as une explication, Léo ?» Ça risque de barder un peu pour lui. Ezio se lance donc à l'assaut de la première machine de guerre, un canon mitrailleur monté sur chariot, brûle les plans et en détruit l'unique exemplaire après avoir massacré une bonne centaine de milliers de gardes avec. Oui, c'est une incohérence qui se retrouve dans le gameplay, j'y peux rien. Puis il regagne ses pénates, dans lesquelles il retrouve ses lieutenants, excepté Bartolomeo, trop occupé à se débarrasser des Français, avec l'intention de mettre au point un plan pour éliminer Cesare. Et en effet, la stratégie d'Ezio n'est pas mauvaise, il s'agit de le priver de ses ressources.
Les militaires sont des hommes comme les autres. Vous ne les payez plus, ils vous obéissent plus. Logique. La Volpe a entendu parler du banquier, un homme qui prêterait des sommes gargantuesques à Cesare. Bon, par contre, si Cesare peut recourir à cet homme, pourquoi il voulait demander de l'argent au pape? Enfin bon. Claudia, elle, a déjà entendu un de ses habitués se plaindre de devoir de l'argent au dit banquier. Une piste intéressante, mais il est également important d'aller se débarrasser du général français, afin de pouvoir coller une peignée définitive à ses hommes, privant ainsi Cesare de toute protection au sein de la cité. Cependant, les gardes du Vatican, eux, seront toujours là. Sauf qu'il existe une entrée secrète pour pénétrer au castel, dont la clé est détenue par l'amant de Lucrezia, un certain Pietro, que Volpe va tâcher de localiser. Mais au passage, Kat choisit de quitter la ville. N'ayant ni armée ni capacité spéciale, elle préfère retourner à Forlì afin de protéger sa propre famille et ses terres. Vittoria agli assassini! Ezio retrouve alors Egidio Troche, le fameux endetté, et le protège in extremis d'une bande de gardes particulièrement hargneux quant à la récupération de leur argent, et qui avait commencé à le passer à tabac. Il accepte donc d'aider Ezio à retrouver le banquier si celui-ci lui permet d'éponger ses dettes. L'assassin s'exécute et lui ramène la somme convenue. Troche va alors retrouver les hommes du banquier, qui acceptent son argent sans arrière-pensée. Vous vous souvenez que vous aviez envoyé une escouade de gardes pour lui casser la gueule, et qu'aucun n'est jamais revenu? Je veux bien que les bidasses soient pas des flèches, mais enfin là quand même. Arrivé au Panthéon, Troche donne son argent au capitaine, qui retourne à l'intérieur du bâtiment pour compter le tout. Ezio ne faisant pas confiance aux soldats, après tout, ils bossent pour les Borgia, ils sont donc forcément méchants et vont tenter de les trahir malgré tout. Le héros s'infiltre donc dans le bâtiment, élimine le capitaine et revêt son équipement avant de partir. Bon, là encore, on va avoir successivement plusieurs preuves que les militaires sont des débiles profonds tout juste bons à taper. Leur pote Luigi revient, sa moustache est moins fournie, une cicatrice est clairement visible, il a plus de barbe sur le menton, il n'a pas le même visage, ni la même voix, mais tout le monde n'y voit que du feu. Après quoi, Ezio se charge de les guider. Oui, en fait c'est lui qui ouvre la marche et teste les différents chemins en se fiant uniquement à leurs remarques. Bon, alors, perso, je vois un de mes potes qui se trompe de chemin, et je vais pas me méfier aussi sec. Dis donc mon vieux, t'as bu ou quoi? T'as fait la bringue hier? Non, parce que c'est par là qu'on doit aller. Je vais pas me jeter sur le mec uniquement parce qu'il a oublié par où passer. Et je vais clairement pas faire des remarques à voix haute sur le fait que... C'est le bon chemin. Bref, Ezio déguisé en garde est invité à entrer dans la zone de la fiesta, mais malheureusement, quelques instants plus tard, un autre soldat débarque pour avertir qu'en fait, Luigi, c'était pas Luigi. Ça vous rappelle le carnaval de Venise? Moi aussi. Abandonnant son costume, Ezio déambule parmi les invités tout en se dissimulant parmi les courtisanes, et finit par découvrir le banquier, Juan Borgia, qui entraîne à sa suite une courtisane afin d'assister au discours de Cesare. Cool! On va peut-être pouvoir faire d'une pierre deux coups! Non, moi non plus, j'y crois pas une seule seconde. Et en plus, le pape aussi est présent. Et alors que Cesare annonce sa prochaine intention de conquérir l'Italie dans sa globalité, ça plaît pas des masses à Rodrigo. Bon, alors, d'une part, comment Ezio parvient à entendre les deux Gugus? Je veux bien qu'on nous apporte 2-3 éléments de contexte, mais il faut aussi que ce soit logique. À moins que le héros possède des oreilles de chauve-souris, je doute qu'il parvienne à entendre un échange aussi éloigné et au milieu d'une foule. Mais c'est là, donc, qu'on comprend qu'à aucun moment de cet épisode, Ezio n'affronte les Templiers. Les Templiers n'ont absolument aucun impact dans ce jeu. Hein? Vous croyez que je me plante parce qu'à un moment on voit leur emblème sur les voiles des navires? Non. Désolé, mais à partir de l'époque de Christophe Colomb, des croix rouges de cette apparence ont été ajoutées sur les voiles des navires espagnols. Et j'ai pas trouvé énormément d'informations dessus, mais pour ce que j'en ai lu, c'était dans le but de se mettre sous protection divine. Et comme on a pu l'entendre, ce sont justement des navires espagnols avec lesquels Cesare tente de s'allier. Oui, Cesare aimerait se servir de Templiers pour servir ses propres desseins. Mais les Templiers, les vrais, n'interviennent pas du tout dans Brotherhood. Et ça, c'est une scène qui nous l'indique clairement. La guerre assassin-templier, sans être terminée, faut pas déconner non plus, depuis la défaite de Rodrigo, elle est un peu en stand-by. Les assassins gagnent en force, tandis que les Templiers sont plutôt en train d'essayer de se reconstruire. Alors oui, il y a toujours des Templiers à exécuter via les missions des pigeons voyageurs, parce qu'Ezio continuera toujours à lutter contre eux. Mais essentiellement, qui sont les Templiers que nous affrontons? Principalement des alliés des Borgia, et surtout des alliés de Cesare. Mais bon, Cesare et Rodrigo vont alors s'enfermer dans une bâtisse verrouillée, ce qui les rend totalement intouchables pour cette mission. Comme par hasard. Ezio se rabat alors sur le banquier, qui avoue n'avoir aucun gré et même avoir donné au peuple ce qu'il désirait. C'est-à-dire des fêtes, un usurier. Bon là pour le coup je vous avoue, c'est pas clair. Le personnage n'a pas été suffisamment développé pour qu'on puisse en dire davantage en fait.